Peace and love. Mon badge. Oui, ça y est. Voilà, chronique débat en société avec Jade Almeida qui je dis bonjour Jade. Bonjour Cyril. Comment vas-tu? Ça va et toi? Jade, on va aborder un sujet très sérieux aujourd'hui, très sérieux. Et quand j'insiste sur le très sérieux, c'est pas pour dire que les autres ne sont pas sérieux, mais c'est vraiment d'actualité. On va parler, alors il y a vraiment une différence, on ne parle pas d'avortement, mais du droit à l'avortement. Est-ce qu'il y a, les deux sont liés, oui. Les deux sont liés, d'accord. Bon, alors, tu te poses la question, on parle du droit à l'avortement au Canada. Oui. Et tu te poses la question de savoir s'il y a un risque de recul au Canada. Oui. Alors que l'actualité récente, lorsque ce droit des femmes, pour les femmes, est apparu il y a quelques semaines à peine, hein, c'était aux États-Unis. Tout à fait. Et là, toi, tu poses la question au Canada. Oui, parce que... Je suis intriguée de savoir pourquoi. Bah, je vais remettre, comme tu dis, le contexte par rapport aux États-Unis, mais c'est pour casser un petit peu ce mythe que le Canada et les États-Unis sont deux entités complètement séparées, que l'un n'a jamais d'impact sur l'autre, et certainement pas les États-Unis vers le Canada, alors qu'en fait, il y a énormément de sujets où il serait bon d'aborder l'angle de comment ça se passe aux États-Unis, est-ce que ça peut avoir un impact sur le Canada ou l'inverse. Donc c'est juste pour m'attaquer un petit peu à ce mythe du Canada comme étant entièrement séparé des États-Unis, ce qui n'est pas le cas. Donc oui, quand j'interroge sur le droit à l'avortement, il y a ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Comme tu le dis, le contexte du recul des droits a refait surface, notamment au niveau de l'actualité. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, actuellement, il y a de plus en plus de lois restrictives au droit de l'avortement qui passent. Et notamment, parmi le plus spectaculaire des reculs, dirons-nous, c'est le cas d'Alabama. Alors en Alabama, une loi a été votée le 15 mai qui est désormais la loi la plus restrictive des États-Unis. Quand je dis restrictive, c'est-à-dire qu'elle interdit en fait l'avortement, soyons clairs. En fait, ce que cette loi fait, c'est que tout médecin qui pratique l'avortement risque jusqu'à 99 ans de prison. Les seuls deux cas où l'avortement est autorisé, c'est lorsque le fœtus démontre d'anomalies létales, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance pour qu'il puisse se développer, être un enfant, naître sans mort assurée. Donc dans ce cas-là, ou s'il y a un risque vital enclenché pour la mère. Donc c'est les deux seuls cas où l'avortement est autorisé, ce qui signifie que c'est également interdit en cas de crime de viol et en cas d'inceste, y compris même si la victime est mineure. Donc c'est pour vous montrer à quel point la restriction est allée extrêmement loin. Alabama. Ça c'est en Alabama, exactement. Donc c'est-à-dire que même si une enfant est victime, tombe enceinte, interdiction de faire l'avortement sous risque donc le médecin va en prison, elle est criminalisée, etc. Ok. Voilà, oui, tout à fait. Et la personne peut poursuivre la jeune fille en question, la possible victime. Donc ça a énormément choqué. Mais dans l'actualité, il y a eu ce focus autour de l'Alabama, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas qu'en Alabama actuellement que c'est en train de se passer ce recul. En fait, rien que depuis le début 2019, donc rien que depuis cette année, il y a plus de 28 États aux États-Unis qui ont fait passer presque plus de 300 lois visant à restreindre l'accès à l'avortement. Donc c'est une véritable course contre la montre pour faire en sorte que le droit à l'avortement soit quasiment interdit aux États-Unis. Donc c'est pour vous montrer l'Alabama en fait c'est juste le plus choquant on va dire dans le recul, mais ce n'est pas le seul. Parce qu'ils sont quoi, ceux qui sont allés le plus loin? L'Alabama est celui qui est allé le plus loin, exactement. Mais en ce moment il y a une tendance qu'on appelle l'adoption de lois dites Heartbeat Bills, on va y arriver. C'est-à-dire à partir du moment où on entend le cœur battre, on fait en sorte que l'avortement soit interdit. Donc, c'est les lois qui passent le plus, c'est la tendance. Il faut savoir que on entend le battement du cœur à partir de 6 semaines, d'accord? 6 semaines, c'est normalement le temps qu'il vous faut pour vous rendre compte que vous êtes enceinte. Ça peut prendre jusqu'à 6 semaines pour vous rendre compte que vous êtes enceinte. Donc, ça ne prend même pas en compte la liste d'attente possible si jamais vous voulez avoir un avortement, le temps que ça prend pour que vous puissiez voir un médecin, parce que dans certains états, vous devez avoir accès à un médecin pour avoir le droit à l'avortement, etc. Donc, au moment où vous vous rendez compte que vous êtes enceinte, vous n'avez déjà plus le choix de l'avortement. Donc, c'est la tendance majoritaire de ces lois qui passent en Ohio, au Missouri, en Géorgie. Donc, c'est vraiment une grosse tendance aux États-Unis. Bon. Donc, on voit qu'il y a ce contexte de comment ce recul au niveau des droits arrive. C'est surtout une grosse montée de la droite conservatrice blanche aux États-Unis qui pèse
qui pèse au niveau du poids politique, et c'est une montée qui ne touche pas seulement les États-Unis, c'est une montée des droites blanches conservatrices mondiales, d'accord? Donc c'est pour ça que je remets un contexte, c'est pas seulement aux États-Unis, c'est mondialement qu'on voit ces montées de pouvoir de cet espace politique, y compris donc au Canada. On a également cette partie de la population qui se fait entendre de plus en plus dans les débats, au niveau des débats politiques également au Canada. Donc il faut bien comprendre, pour remettre au contexte canadien, c'est qu'en fait, au niveau des États-Unis, le droit à l'avortement est légalisé. Donc ce sont des lois qui donnent ou pas le droit d'avoir accès à l'avortement. Au Canada, l'approche est de la décriminalisation, d'accord? Donc il faut bien faire la différence. C'est la même différence que j'avais abordée notamment lorsqu'on a parlé du cannabis, c'est-à-dire qu'au Canada, le droit à l'avortement est décriminalisé. On ne peut pas vous poursuivre pour avortement, tout comme on ne peut pas poursuivre un médecin d'avoir pratiqué l'avortement. Donc, c'est une décriminalisation qui est en place depuis 1988. C'est la Cour suprême, la plus haute cour de justice du Canada, qui a donné la décision qui s'appelle la décision Montgentalier, du nom du médecin qui avait ouvert des cliniques pour l'accès à l'avortement. Donc en fait, ce que cette décision dit, c'est l'article criminel, donc l'article de loi qui fait en sorte que l'avortement soit un crime est désormais nul et non avenu. Donc l'article est toujours dans la loi, donc techniquement il n'a plus aucun impact, parce que la Cour a dit, en fait, cet article-là porte atteinte à l'intégrité physique et émotionnelle des femmes. Donc cet article ne devrait pas avoir de droit de cité, donc cet article-là, on le considère comme nul. C'est ce que la décision de justice va faire. C'est ce qu'on met le plus en avant lorsqu'on parle de l'histoire de l'avortement au Canada, 1988. Important également de savoir, c'est qu'en 1989, la Cour de justice va également bien déclarer que le fœtus n'a aucune personnalité juridique et donc n'a pas de droit. Non seulement le fœtus n'a pas de personnalité juridique, mais également le géniteur ne peut pas s'opposer à la décision de demande d'avortement d'une femme. Donc ils ont fait en sorte que même au niveau fœtus ou géniteur, ils ne puissent pas avoir de coercition, de décision de mener à la grossesse à terme. Donc, la Cour de justice a protégé au niveau de ce droit-là. Ce qui est différent, par exemple, aux États-Unis, c'est que, certes, c'est décriminalisé ici, mais du coup, il n'y a jamais eu de loi. Il n'y a pas de loi encadrant le droit à l'avortement. L'avortement est juste considéré comme une opération médicale. Donc, c'est comme toute opération médicale, c'est entre vous ou votre médecin, vous et l'hôpital, d'accord? Donc, c'est bien spécifique. Pourquoi c'est bien spécifique? Parce que cela veut dire que, contrairement aux États-Unis, puisqu'il n'y a pas de loi qui encadre, on ne peut pas attaquer ces lois-là pour faire en sorte qu'elles changent plus facilement ou se modifient comme il y a aux États-Unis. Disons que l'attaque par rapport à l'avortement est plus difficile au Canada qu'aux États-Unis parce que c'est décriminalisé et non pas légalisé. Alors qu'aux États-Unis, c'est extrêmement facile de constamment remettre ces lois dans les débats parce qu'il s'agit de lois. Et donc, les lois se modifient et changent beaucoup plus rapidement que lorsqu'on parle de décriminalisation par une cour de justice suprême. Maintenant, il faut bien comprendre que qui dit décriminalisation ne veut pas dire accessibilité, d'accord? Donc, c'est pas parce qu'au Canada, c'est décriminalisé que ça veut dire que le droit à l'avortement est respecté partout et que c'est accessible et facilement accessible pour les femmes. Parce qu'il faut bien comprendre que comme c'est traité comme une procédure médicale comme les autres, chaque province se débrouille pour encadrer, on va dire, cet accès à la procédure médicale. Ce qui signifie qu'il y a plusieurs obstacles, en fait, qui peuvent rendre difficile l'accès à l'avortement en dépit du fait que ce soit décriminalisé. Donc, par exemple, l'obstacle financier. Il faut savoir que selon la loi de santé, les provinces doivent financer les hôpitaux et les cliniques, doivent financer en fait le service d'avortement, d'accord? Donc, chaque province se débrouille et on s'est rendu compte que certaines provinces font en sorte de limiter ou de couper sur les financements par rapport au droit à l'avortement. Donc, par exemple, en Ontario, toutes les cliniques ne sont pas financées. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, ils ont dit, nous, on finance que les hôpitaux, d'accord? Donc, ça, c'est un premier obstacle parce que ça signifie pas que... les cliniques. Voilà, pas les cliniques privées, etc. Locales, oui. Parce que ça signifie que ça crée les obstacles de liste d'attente, mais surtout de distance. Parce que les distances au Canada, dans les provinces, si vous dites que dans une province, il n'y a qu'un seul hôpital ou une seule clinique qui fait l'avortement et qu'il vous faut 3, 4 heures, 5 heures de voiture pour y aller, ça demande donc de vous déplacer, ça demande les besoins financiers pour pouvoir vous déplacer, ça veut dire aussi des listes d'attente. Donc, s'il n'y a que les hôpitaux qui font ce service d'avortement, ça peut être extrêmement long sur la liste d'attente de l'hôpital pour avoir accès à l'avortement. Donc, ce sont des obstacles qui existent, tout comme des médecins peuvent refuser de pratiquer l'avortement pour des décisions, pour une histoire de philosophie, religion, peu importe, conscience, ou un médecin peut être OK
pour pratiquer l'avortement, mais l'anesthésiste qui l'accompagne normalement peut refuser. Et si c'est le seul hôpital qui pratique le service, ça crée des barrières. Donc, qui dit décriminalisation ne veut pas dire accessibilité. Quand vous regardez la différence, par exemple, si vous n'habitez pas dans un grand centre urbain, Montréal, Toronto, Ottawa, peu importe, vous pouvez avoir des difficultés à avoir accès à l'avortement, notamment au niveau des localités du Nord. Donc ça a été montré, il y a eu des rapports, tous les ans il y a des rapports sur Accès Santé, Loi Santé, que fait le Québec et que fait Canada. Ils disent, ok, nous sommes inquiets par rapport à certaines provinces au niveau de l'accès à l'avortement, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Donc, l'accessibilité doit rester en tête c'est pas forcément parce que c'est criminalisé que c'est facile d'avoir un avortement. De même que les groupes qui se battent pour le droit à l'avortement continuent de dire, ok, parce qu'on a décriminalisé, parfois on a du mal à faire comprendre que ça reste un sujet pour lequel il faut se battre parce qu'on n'a pas forcément le financement, parce qu'on n'a pas forcément les cliniques ou les hôpitaux, et parce que ça a été décriminalisé, on considère au Canada que, oh ben ça y est, c'est gagné, on peut passer à autre chose, alors qu'en fait, dans la pratique, au jour le jour, ça reste une pratique médicale dont on a fortement besoin, mais qui peut être extrêmement difficile d'obtenir dans certaines situations. Okay. De même, il y a aussi un obstacle qui est l'information, les obstacles d'information par rapport à l'avortement. Ça reste tabou. Ça reste un acte médical tabou pour les femmes et notamment entouré de stigmates. Donc, lorsque je me suis renseignée pour les groupes comme PAM, le projet d'accessibilité à l'avortement Montréal, la première chose qu'il dit, c'est un des gros problèmes qu'on a autour de l'avortement, ce sont les stigmates, ce sont les tabous, ce sont le manque d'information, ce qui fait qu'on a l'impression que, par exemple, l'avortement, c'est beaucoup jugé autour du stigmate. Alors, il y a l'idée qu'il y a les femmes qui méritent d'avoir un avortement et celles qui ont fauté. Donc, par exemple, celles qui ont été victimes de crimes, celles qui ont, par exemple, un viol, elle enceinte, on a de la peine, elle mérite d'avoir accès à l'avortement, alors qu'il y a ce stigmate autour de la jeune qui n'a pas pris la bonne contraception, la mère de famille qui elle a déjà des enfants, comment ose-t-elle faire un avortement, ce genre de stigmate qui entoure et qui fait la différence entre les bonnes et les mauvaises patientes. Tout à fait. Ça, c'est un gros tabou. De même, elles disent, le gros problème qu'on a actuellement au Canada, c'est que il y a les mêmes groupes anti-choix qui s'appellent pro-vie, mais je vais appeler sciemment anti-choix, sont les mêmes en fait qu'aux États-Unis. Ils sont présents et ils se développent de plus en plus et on les entend de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a plus de groupes luttant contre l'avortement qu'il n'y a actuellement de groupes luttant pour maintenir l'accès à ce droit. Et les groupes qu'on entend le plus sont ceux qui sont anti-avortement et qui en plus ouvrent de plus en plus des cliniques ou des groupes ou des associations en s'appelant par exemple... il y en a un qui s'appelle Enceinte et Inquiète. Donc, il y a des lignes d'écoute où vous les appelez et eux, ils vont vous faire toute une propagande, en fait, contre l'avortement en jouant sur les mythes, en jouant sur la culpabilité. Et donc, ils empêchent le fait d'avoir de bonnes informations sur comment vous pouvez avoir un avortement, comment faire le choix, etc. Donc, elle dit ça, ce sont nos plus gros obstacles parce que ces groupes-là reçoivent énormément de financement privé, tandis que nous ne recevons pas de financement privé et on n'est pas vraiment financé publiquement. Et donc, on doit lutter contre cet obstacle de l'information. Par exemple, je tiens à le dire, PAM, le projet d'accessibilité à l'avortement de Montréal, fait des formations pour des doulas. Alors, vous connaissez probablement les doulas d'accompagnement à l'accouchement. Ce sont ces femmes, enfin, ce sont pas forcément des femmes, ce sont des personnes qui accompagnent une femme enceinte pendant toute la grossesse et puis après l'accouchement, donc les premières semaines, qui sont là pour vous apporter de l'information, pour vous soutenir pendant la grossesse, pour vous défendre au niveau de l'hôpital, etc. et des médecins. Ben, elles disent, il y a également, ce qui est moins connu, mais il existe également des doulas d'accompagnement pour l'avortement. Donc, elles vous aident à avoir de l'information, elles peuvent vous accompagner avant, pendant, après la procédure, elles peuvent faire pour vous la demande, liste d'attente, etc., vous donner du conseil et du support émotionnel, support physique, etc. Donc, PAM, Projet d'accessibilité à l'avortement Montréal, offre des formations pour former des doulas d'accompagnement à l'avortement. Vous pouvez vous renseigner sur leur page Facebook. Donc, je tenais à le dire parce que c'est vrai que moi, je connaissais les doulas d'accompagnement à l'accouchement. J'ignorais l'accompagnement à l'avortement. Donc, cela existe. Et aussi, il faut bien comprendre donc pourquoi on dit est-ce qu'il y a un risque au Canada. Le risque n'est pas comme aux États-Unis, comme je l'ai dit, parce que c'est deux approches différentes, parce qu'il y a la décriminalisation, etc. Mais il faut aussi comprendre que actuellement, les groupes aux États-Unis anti-choix sont perçus comme des groupes qui réussissent au niveau de l'avancée des agendas politiques. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, le regard est tourné vers ces groupes, donc comme j'ai dit, droite, conservatrices, religieuses, aux États-Unis, qui sont vus comme réussissant à avancer en très peu de temps un agenda extrêmement lourd et rapide au niveau des États-Unis. Parce qu'il faut bien comprendre qu'actuellement, s'ils sont en train de faire passer autant de lois et des lois qui s'opposent à une décision du tribunal qui est le Roe against
Wade aux États-Unis, tout le monde dit, ah, mais ces lois, on ne peut pas les appliquer parce que de toute façon, c'est contraire à la Cour suprême de justice. Mais en fait, c'est volontaire. S'ils essayent de faire passer autant de lois, c'est pour justement remonter jusqu'à la Cour suprême des États-Unis et faire renverser la décision Roe against Wade. Donc, il ne faut surtout pas que ça arrive à la Cour suprême des États-Unis, parce qu'actuellement, la Cour suprême, parce que Trump a placé l'agresseur. Le juge. Le nouveau juge. Et voilà, la tendance actuelle de la Cour suprême, c'est d'être conservatrice. Donc, de pencher vers la droite conservatrice. Et donc, il y a un risque que si cela arrive à la Cour suprême, ils puissent renverser cette décision. Et non, le risque est d'autant plus fort et la course contre la montre est d'autant plus angoissante que 2 des juges de la Cour suprême qui sont contre cette droite conservatrice ont plus de 80 ans. Notamment la dame RBG, elle a plus de 80 ans. Ils disent, ok, si Trump repasse, s'il y a encore une élection, les chances pour qu'il ait de nouveau la possibilité de placer un juge sont vraiment, vraiment élevées. Donc, on est vraiment sous pression actuellement. Donc, voilà, c'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Mais du coup, ça montre un agenda politique qui avance. Et donc, c'est perçu comme un modèle de réussite pour ces groupes-là qui donnent des exemples dans d'autres contextes nationaux, y compris donc au Canada. Donc, lorsque vous vous renseignez sur ce sujet, il y a quand même des groupes qui disent faites attention parce qu'actuellement, ce sont quand même des groupes qui sont allés faire des manifestations à Ottawa. Ils sont présents, on les entend et ils ont du soutien de la part des groupes des États-Unis. Ils reçoivent les mêmes types de financement, ils ont le même type de réseau et si on n'est pas vigilant, c'est un débat qui pourrait être rouvert au Canada et dans ce cas-là, on serait même pas, on peut jamais s'assurer de protéger ce droit si le débat est rouvert. Donc il faut même pas laisser la possibilité de rouvrir le débat et on le voit par rapport aux campagnes politiques. Il y a déjà des politiciens qui disent moi si je suis élu, mon gouvernement rouvrira le débat de l'avortement. Donc c'est quand même une discussion qui apparaît au Canada quand je dis que les discussions entre États-Unis et Canada fuitent en fait, ça s'arrête pas aux frontières. Il y a énormément de choses qui s'échangent, de pratiques, de politiques qui s'échangent entre les États-Unis et le Canada. Et pour terminer là-dessus, pour conclure, par rapport à l'avortement, il y a un chute du nombre d'avortements au Québec ou au Canada. Le but n'est pas de rendre l'avortement un jour on n'en aura jamais plus besoin. C'est pas vrai. On aura toujours besoin d'avoir accès à l'avortement. Voilà pourquoi ce droit est extrêmement important. Mais cette chute est une bonne chose parce que ça signifie qu'il y a eu énormément de travail au niveau de l'information autour de la contraception. Ce qui veut dire que ça marche. On a rendu la contraception suffisamment accessible pour que un grand nombre de grossesses qui non planifiées n'aient pas eu lieu. Donc déjà ça. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que mais ça c'est une autre angle. Il y a encore un problème au niveau de la justice reproductive. Parce qu'il faut bien comprendre que la double phase de l'avortement, c'est la justice reproductive. C'est-à-dire qu'il faut donner le choix aux individus d'avoir des enfants ou pas. Et certaines personnes n'ont pas le choix parce que conditions socio-économiques font que j'ai envie d'avoir un enfant par exemple. Je ne parle pas de moi, mais une personne va dire j'ai envie d'avoir un enfant, c'est juste que conditions socio-économiques ne me permettent pas d'en avoir et la société ne met pas suffisamment d'options pour que je puisse avoir sereinement un enfant parce que je suis sûre que mon congé maternité, que ce sera suffisant par rapport au loyer, etc. etc. Donc en tant que société, est-ce qu'on met en place des solutions, de l'aide pour que les familles puissent avoir des enfants. Donc voilà pourquoi la double phase de l'avortement, ça doit toujours être la justice reproductive. Est-ce qu'on donne le choix aux individus d'avoir ou non des enfants et de le vivre sereinement. Et il faut aussi comprendre qu'on se trouve aussi dans un contexte national qui, dans la justice reproductive, a énormément de dossiers de violence, notamment de stérilisation forcée envers les femmes des communautés autochtones. Donc, lorsqu'on parle du débat autour de l'avortement, lorsqu'on parle du débat autour de la justice reproductive, il faut voir aussi quelles sont les femmes à qui on autorise d'avoir des enfants, quelles sont pas seulement les femmes, les familles et les individus à qui on autorise cette fameuse justice reproductive, et pas seulement les femmes autochtones, les femmes en situation de handicap, les femmes en extrême pauvreté. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui est extrêmement large, qui ne peut pas se cantonner uniquement dans la procédure médicale. Est-elle disponible ou pas? Est-ce qu'elle est décriminalisée au Canada? Bon, le sujet est réglé. Non, parce qu'il y a aussi un sujet d'accessibilité. Il y a un sujet aussi de possibilité de choix. Donc, ça veut dire parler de justice reproductive. Donc, ça veut dire parler des situations où on stérilise de force, donc on empêche certaines catégories de population, ne serait-ce que d'avoir le choix d'avoir ou non des enfants. Donc, c'est un sujet qui est beaucoup plus large que ce que j'ai abordé là, mais que je tenais à ouvrir, en fait, dans la conclusion pour dire, OK, l'avortement, c'est beaucoup plus large que la manière dont on l'aborde au niveau des médias. Et ça dépasse ce qui est en train de se passer aux États-Unis, qui est extrêmement choquant en soi,
mais qui ne doit pas être considéré comme « Oh, ce sont les États-Unis, hein, vous savez, vous connaissez les Américains, les États-Unis. Hein. » Non, en fait, on devrait être beaucoup plus... on devrait rester beaucoup plus alerte autour de ce sujet-là. Donc voilà. Merci Jade. Je tire 2-3 leçons. Premièrement, c'est que mine de rien, au-delà de ta conclusion sur le fait que l'avortement, ce n'est pas seulement l'acte médical, mais tu as ouvert le chapitre de justice reproductive et ce que la société offre aux familles, je retiens que malgré, entre guillemets, notre caractère moderne, l'avortement est encore tabou. Oui. Dans cette société. Oui. Okay? Le problème de financement. Oui. Ça aussi, ça, tout ça fait partie peut-être, aide à la montée de ces groupes, et c'est le troisième enseignement que je tire, les groupes oui, et je vais peut-être utiliser ton vocabulaire, les anti-choix, qu'on appelle politiquement correctement les pro-vie, les anti-choix, on les voit beaucoup plus du côté du spectre droit de la politique. Droit est peut-être catholique un peu. Mais il y a des athées aussi. Hein. Il y a des athées aussi, mais c'est surtout du côté très souvent, comme on voit, accompagné par des partis venant plus de la droite. C'est le cas aussi ici au Canada. Oui, mais c'est pas encore de la même... Il n'y a pas eu les mêmes études. Déjà, il n'y a pas eu la même ampleur. Je n'ai pas trouvé les mêmes données qu'il y a eu par rapport aux États-Unis autour de ce mouvement-là, parce que ça reste minoritaire quand même au Canada, même si on les entend, ça reste minoritaire. Ce qui fait que ça n'a pas été étudié de la même manière que ça a été étudié aux États-Unis. Reste que, et aussi il faut comprendre, malgré ce que j'ai dit, le Québec et le Canada restent pionniers en termes de, parce qu'au niveau du droit à l'avortement, par exemple, vous n'avez pas le délai de 10, 12, 18, 24 semaines. Mais ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que le Canada n'a pas ce délai-là, mais la plupart des... personnes qui dépassaient, je crois, les 24 semaines, allaient faire l'avortement aux États-Unis parce que n'arrivaient pas à trouver de médecin qui acceptait de le faire au Canada. Ce qui fait que le GO a déclaré « Ok, on va devoir rapatrier des services parce que vu ce qui se passe aux États-Unis, on ne peut plus s'assurer que les Canadiens, Canadiennes puissent avoir un avortement aux États-Unis. » Donc c'est pour vous montrer que même si on est plus avancé, reste que, il y a des personnes qui sont obligées de passer la frontière pour aller avoir accès à un avortement, parce que dépasser 24 semaines, ça rentrait dans une autre catégorie de tabou que des médecins qui normalement pratiquent l'avortement refusaient de faire. Donc c'est pour montrer que c'est pas tout blanc ou tout noir comme on a l'impression de dire les États-Unis c'est dans le recul, le Canada on est safe. Je signale que tu viens de parler de ça, le GO et le gouvernement, dont le gouvernement Legault et puis les médecins spécialisés, notamment au Québec, se mobilisent là depuis justement depuis qu'il y a eu la crise, depuis qu'il y a eu l'Alabama, se mobilisent un peu pour maintenir l'accès à l'avortement. On sait que ça va être l'un des sujets probablement de la campagne présidentielle américaine. Au niveau du Canada, on ne sait pas encore. Tu as parlé de ce politique, c'est Maxime Bernier du Parti progressiste conservateur. Qui a dit qu'il rouvrirait le débat. À travers une pirouette, là, que si jamais il a un de ses mais il refuse de donner sa position. Sa propre position, voilà. En passant, je rappelle qu'il est quand même du Québec. Juste que les gens se rappellent de ça au cas où... Et c'est d'autant plus intéressant qu'on se trouve actuellement dans des sujets de... ah oui, il faut avancer la laïcité pour protéger les droits des femmes, sachant que c'est une laïcité qui est fortement anti-islam. Puis quand on regarde mondialement, qu'est-ce qui provoque le recul des droits? Ah bon, comme on dit, voilà. Tu ne le dis pas à la radio, là, mais il va falloir qu'on voit sur Facebook ce que tu as dit avec... à travers ton visage, hein? C'est ça. Merci beaucoup, Jade. Merci pour d'ailleurs la transition sur la laïcité. On va en parler un peu. Merci et puis à la semaine prochaine, on va parler... La semaine prochaine, on parle de génocide. Autochtone. Oui ou non, y a-t-il génocide? Oui. Tu connais ma position, je ne vais pas se